du CFCM sur cette question. Regardez. Le président du Conseil français du culte musulman, Anouar Kbibesh, précise les projets prioritaires que le CFCM souhaite faire aboutir rapidement. Dans les projets d'avenir, il est effectivement question de mettre en place un institut de formation au niveau national qui puisse former des imams franco-français. Et ce projet-là, parmi les éventualités ou les opportunités qui sont citées, pourrait, je parle au conditionnel, s'installer à Strasbourg avec le régime du Concordat, qui permet effectivement d'avoir un statut clair de ces futurs imams avec toutes les commodités et tout l'accompagnement nécessaire sur le plan administratif, financier et pédagogique. Il viendra compléter l'offre déjà existante qu'il ne faut pas négliger, qui a été mise en place à l'initiative des fédérations musulmanes. Et il faut saluer ce travail parce que là, nous sommes partis de zéro. Bien sûr, il y a d'autres accords avec des pays musulmans qui se mettent en place. Au mois de septembre, il y a eu un accord qui a été signé entre le Royaume du Maroc et la République française pour former des imams. Et cette même convention a été signée avec l'Algérie, avec la Turquie. Donc ce sont des offres de formation complémentaires qui permettent aux imams de parfaire leurs connaissances sur le plan théologique, mais rien ne peut se substituer à la formation qui doit être administrée ici en France, soit sur le plan de la formation profane dans les diplômes universitaires, soit à terme par des instituts ou des universités de formation des imams qui soient franco-françaises. Dans Islam de France, il y a Islam. Donc l'islam, il est le même. Je dirais les prescriptions religieuses de base, les connaissances théologiques de base sont les mêmes. Donc qu'elles soient administrées à Paris, à Rabat ou à Alger ou à Istanbul, c'est la même chose. Maintenant, sur la connaissance du contexte français et la maîtrise de la réalité française et l'élaboration d'un discours et même d'un certain nombre de pratiques qui tient compte du contexte français, ça c'est un travail qui doit être fait ici même en France avec un certain nombre de théologiens, de savants musulmans français. Et ce travail-là, le Conseil français du culte musulman souhaite le mener avec la mise en place de ce qu'on appelle un conseil théologique ou un conseil religieux qui regrouperait des savants musulmans et qui serait donc un conseil collégial où toutes les sensibilités de l'islam de France seraient représentées. Et l'objectif ou l'une des missions de ce conseil théologique ou de ce conseil religieux, c'est de définir justement les contours de cet islam de France avec un discours, avec une vision, avec une pratique qui tient compte de la tradition, de la réalité et de l'histoire de la société française. Il y a un critère important sur lequel le CFCM est en train de travailler, c'est une charte de l'imam et sur lesquelles il y aura un certain nombre de déclarations très fortes sur le respect des valeurs de la République, sur le respect des valeurs de l'islam du juste milieu, un islam ouvert, un islam tolérant. Et donc la signature de cette charte de l'imam avec l'examen de son parcours de formation théologique et de son parcours de formation au niveau du diplôme universitaire permettrait au CFCM, à travers le conseil religieux, de donner une recommandation à cet imam, parce que pour l'imam, c'est un atout pour lui d'avoir la recommandation du CFCM dans son dossier et sur son CV. Ça serait également une garantie pour la mosquée et ça serait également une assurance pour les pouvoirs publics. Donc tout le monde trouverait son compte dans ce système de recommandation que le CFCM veut mettre en place vis-à-vis des imams de France. Bien sûr, ce processus ne concerne pas les imams détachés, qui sont à la base déjà certifiés et habilités. Il ne concerne pas les imams qui ont suivi un cursus de formation digne de ce nom à travers les instituts de formation d'imams qui existent en France, mais ça concerne les 1800 autres imams sur lesquels on n'a pas vraiment un état des lieux clair. Et le CFCM souhaite mener ce projet d'une manière volontariste et basée sur la démarche du volontariat. Document signé Boualam Gueritli.
Messieurs, le document qu'on vient de voir illustre parfaitement l'urgence de la question. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon dommage que tout le monde se mobilise du côté à la fois des représentants de la communauté musulmane, mais aussi de l'État français? Vous savez, personnellement, depuis fin 99, j'avais déjà ce vœu pieux de construire ensemble avec toutes les sensibilités de l'islam de France l'institut indépendant, pluridisciplinaire de théologie, d'enseignement de théologie qui devait être doté également d'un département de dialogue interreligieux. Ma crainte aujourd'hui, c'est justement les jeunes, parce que la cible de tout cela, ce sont nos jeunes. Il faut parler à nos jeunes. Et nos jeunes aujourd'hui, ils sont assez méfiants des institutions. Vous le savez, c'est le problème qu'il faut résoudre. Ils sont assez méfiants de toutes les institutions. De toutes les institutions, et notamment, en fait, il y a l'histoire du CFCM que vous connaissez, qui fait que les jeunes aujourd'hui ont du mal à faire confiance au CFCM, parce qu'effectivement, des initiatives, il y en avait, des idées, on en avait, bien avant les attentats, depuis une dizaine d'années. Ce qui a fait que chacun a travaillé de son côté pour assainir ce qu'il fallait assainir et donner de la qualité à la formation, pas seulement des imams, mais aussi de nos jeunes, etc., les immuniser, les vacciner. Il en reste pas moins que aujourd'hui, on n'est pas seulement en retard, mais on est en quête de crédibilité. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire là, dans l'immédiat, c'est de regagner la confiance de nos jeunes pour être plus audibles et plus crédibles. Bernard Legras, la question de la formation des imams, à la fois sur le plan théologique, est décisive, mais les étudiants et les formations que vous connaissez, les expériences de Strasbourg, la vôtre, elles sont aussi indispensables pour enraciner cette formation dans la réalité franco-française. En fait, elles sont complémentaires. Car le côté théologique, le côté exégétique, l'étude des textes religieux, nous ne le faisons pas. Ce n'est pas notre métier. Nous le laissons à d'autres qui le font beaucoup mieux que nous. Ce que nous faisons, nous, c'est la connaissance de la laïcité. Ce nom n'a pas été choisi au hasard, bien entendu. C'est un triptyque. Il s'agit d'une part de connaître le droit de la laïcité en France. C'est un droit extrêmement complexe qui touche au droit privé, qui touche au droit public, au droit des associations, au droit de la fiscalité. Et tout cela exige un enseignement de très haut niveau. Nous avons également un enseignement sur l'histoire de la laïcité en France. C'est quelque chose que beaucoup de Français eux-mêmes ne connaissent pas, Français qui ont été à l'école depuis... Donc ça a commencé avec les Lumières, ça a commencé avec l'ouverture d'esprit, on reprend la Révolution française, bien entendu. Donc il faut des cours d'histoire, il faut des cours de philosophie, il faut des cours de sociologie, de sciences politiques et de connaissance de ces grands textes de la laïcité. Il faut revenir à Montesquieu, il faut revenir à Voltaire. Ce sont des textes importants, ce sont des textes magnifiques et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de non-religieux qui viennent, car ils ont besoin de connaître cette laïcité à la française, dont on parle beaucoup, mais qui a plusieurs interprétations, un sujet lui-même qui fait largement débat, et nous sommes contents d'offrir cette formation que nous considérons comme républicaine, et donc en fait, quand l'État nous a incité, Manuel Valls, dans le grand discours de Strasbourg en mars 2015, a incité les universités françaises à ouvrir des diplômes laïcité dès que c'était possible, en fait, l'université française a retrouvé l'une de ses missions fondamentales de cohésion, de service public, de faire fonctionner le pays en faisant se rencontrer les gens dans ce lieu unique qu'est l'université. Tariq Abou-Nour, l'État français, évidemment, respectueux de la loi de 1905, la loi de la séparation des églises et de l'État, mais il doit sûrement avoir une raison, ne serait-ce que pour des raisons sécuritaires, de pouvoir quand même assurer le destin de ceux qui vont demain prêcher devant les musulmans. Quel est pour vous le rôle de l'État français aujourd'hui, je dirais, de sortir de cette impasse? Vous savez, on peut s'inspirer de l'exemple de nos frères chrétiens. Je donne l'exemple de la formation Agapan aux Bernardins, les Bernardins qui existent depuis le XIIe siècle, où j'ai... Collège des Bernardins, puisque vous y enseignez. Tout à fait, j'enseigne l'histoire de l'islam, et j'ai comme étudiants des maires, des politiciens, des personnes, voilà, comme vous dites, qui n'ont rien à voir avec la pratique religieuse, mais qui sont là pour comprendre. Parce qu'il y a un proverbe qui dit on est l'ennemi de ce qu'on n'a pas compris ou de ce qu'on ignore. Effectivement, le rôle de l'État, il est crucial. Comment l'État doit résoudre cette équation difficile, à la fois d'assurer une gestion du culte indépendante et avoir un contrôle sur effectivement les éventuelles sectes
qui pourrait justement faire dévier nos jeunes et créer justement ce problème qui est le fanatisme, parce que les germes en fait de ce fléau du terrorisme et de l'intégrisme vient aussi de cette mauvaise compréhension de la religion, quelle que soit la religion. Et puis, comment justement assurer aussi, sans être dans l'ingérence, assurer ce contrôle et donner ce contrôle aux musulmans et organiser la gestion du culte et la gouvernance, qui est un problème pour moi majeur, puisque malgré l'existence des 2500 mosquées de France, moi je dirais qu'il y en a beaucoup qui sont pour moi des caves et des garages avec des gourous à leur tête, qui n'ont aucune formation, même pire, qui sont en train justement d'égarer nos jeunes. Et ça c'est très important, des discours qui portent la haine et l'exclusion. Et donc maintenant, comment on fait pour qu'un financement soit indépendant, pour ne pas dépendre de pays étrangers? Je vous passe les noms. Pour ne pas dépendre d'un financement de l'État qui pourrait créer problème par rapport à la laïcité, eh bien, j'avais proposé ce qu'on appelle un sukuk, un titre participatif, avec des souscriptions par les fidèles. Et donc, on va pouvoir résoudre le problème du salaire de l'imam. On va pouvoir résoudre le problème de la traçabilité des flux financiers entre l'association, l'imam et les fidèles. Ils vont être copropriétaires du projet de la mosquée. Et donc, il va y avoir une gestion, une gouvernance pilotée par la participation de tous les fidèles. Merci infiniment de nous avoir accompagnés, expliqué ce matin justement cette question de la formation des imams. La tâche est immense, comme vous l'avez vous-même signalé à l'instant. Les représentants de la communauté et l'État sont sûrement conscients de la difficulté, mais surtout de l'indispensable travail qu'il va falloir mettre pour que cette communauté musulmane soit enfin reconnus dans ses droits et enfin qu'ils vivent, je dirais, de manière tout à fait aisée et simple. D'ailleurs, c'est ce que les musulmans demandent. Merci infiniment. Des ouvrages nous ont aidés à préparer cette émission. De vous, Bernard Legrain, un de vos ouvrages. Vous êtes historien, vous l'avez rappelé. Hommes et femmes d'Égypte. Droit, histoire et anthropologie aux éditions Armand Collin. Tariq Abou-Nour, guide du musulman, la voie du croyant selon le Coran et la Sunna, questions-réponses aux éditions Les Quatre Sources. Imams de France, 4 imams sont interrogés sur leur itinéraire aux éditions Stock, collection Les Documents. Former des imams pour la République, l'exemple français, sous la direction d'Olivier Bobineau, aux éditions du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Dictionnaire du Coran, c'est un classique maintenant, sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouazi, aux éditions Robert Laffont. Mosquée du Monde, de Salma Boubaker, aux éditions Bénévent. Éducation et culture dans le monde grec, Bernard Gras, aux éditions Armand Collin. Merci infiniment. Vous pouvez regarder votre émission en allant cliquer sur le site de France Télévisions. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, ici même sur le plateau de l'émission Islam. Merci. À bientôt. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina Muhammad